Bonjour à tous. Donc on va parler d'IA dans cette conférence. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de maths, il n'y aura pas de code, il n'y aura rien de trop technique. Alors si par contre vous vouliez des maths et des équations, je suis désolée, vous êtes trompé de conférence. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait d'ailleurs des équations dans aucune des conférences ici, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est parler d'IA et surtout parler de ce qu'est l'IA et de ce que ce n'est pas, histoire qu'on soit tous à peu près d'accord sur les termes et sur ce qu'on peut dire ou sur ce qu'on ne peut pas dire sur l'IA. Donc cette conférence s'appelle Hoaxbuster version IA. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis docteur en intelligence artificielle. À la suite de mon doctorat, j'ai enseigné pendant longtemps l'intelligence artificielle et le développement, à peu près tous les langages. Je travaille maintenant en entreprise depuis à peu près 2 ans. En parallèle, j'ai écrit des livres sur l'intelligence artificielle, dont le 4e devrait sortir normalement à Noël. En tout cas, j'ai fait ma part du boulot. Je donne des conférences, je fais des formations en entreprise et, chose très importante, je suis animatrice poney. Donc si vous voulez des cours de poney, je sais faire aussi. Au niveau de mon travail, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Teamwork. Teamwork, c'est une grosse entreprise, enfin une moyenne grosse entreprise. Il y a à peu près 650 personnes dans le monde entier. Et au sein de cette entreprise se trouve un laboratoire d'innovation. Je suis directrice de la R&D et je m'occupe de toute l'activité data du laboratoire d'innovation. Donc ça couvre le big data, l'IoT, donc tout ce qui est objet connecté, l'IA et le machine learning. Ce qui couvre déjà pas mal de domaines quand même. Et personnellement, je travaille sur des cas clients en intelligence artificielle. Pour la conférence d'aujourd'hui, on va reprendre un petit peu le fonctionnement de Hoaxbuster. Donc le fonctionnement de Hoaxbuster, vous trouvez une information sur le net qui a l'air louche. En gros, ça vous dit de la partager, c'est un bon signe. Vous allez sur le site Hoaxbuster, vous collez dans l'espace de recherche, et ça va vous dire si c'est du vrai, donc c'est une petite pastille verte, du faux, la pastille est rouge, ou s'il y a du vrai et du faux, et dans ce cas-là, vous avez le droit à une pastille orange. Donc on va faire un petit peu la même chose avec des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai lues sur l'intelligence artificielle. Et la première chose que j'ai lue, c'est qu'IA, c'est la fin du monde. Alors, je ne vous l'invente pas, hein. Voilà, là, tous les articles que je vais vous montrer, c'est des articles qui ont moins d'1 an, à 99%. Donc par exemple, Google, qui a prédit la fin de l'humanité pour 2045, si vous lisez l'article, il vous explique que c'est à cause de l'IA. Vous remarquerez au passage que l'IA a le droit à une jolie illustration avec un gentil robot qui a l'air tellement fun. Elon Musk, lui, il dit que l'IA, ça va détruire les humains, hein, directement, clairement. Alors, Elon Musk, il va un peu plus loin, parce que lui, il dit que la seule façon de survivre, c'est d'aller jusqu'à la fusion avec la machine. Donc, soit on fusionne avec l'IA et on survit, mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment nous qui survivons, soit on reste des humains et on disparaît. Voilà. Un autre article qui dit que c'est la fin du monde tel que nous le connaissons. Est-ce que vous êtes clair avec ça? Est-ce que ça vous va? Personnellement, pas trop. Et puis, carrément, voilà, les jours de l'humanité sont comptés. Donc là, c'était Stephen Hawking, avant qu'il nous quitte, qui avait annoncé ça. Alors, la fin du monde, c'est quand même une peur qui est récurrente, qui est ancestrale. Il faut savoir que la fin du monde, ces 20 dernières années, c'est la 5e fois qu'on me l'annonce. En 99, Paco Rabanne annonçait que la station Mir allait s'écraser sur la Tour Eiffel et que ça allait être la fin du monde, que ça allait être l'apocalypse et j'en passe. Le seul qui a disparu, c'est lui. En 2000, le bug de l'an 2000, on nous a dit que ça allait être la catastrophe, que le 31 décembre, on allait vivre les dernières secondes de quelque chose de bien, mais qu'au 1er janvier, ça allait être la fin. Bon, je sais pas vous, mais moi, perso, j'ai rien vu. Et je n'avais pas suffisamment bu pour avoir oublié. En 2008, le trou noir du LHC, donc on va démarrer l'accélérateur de particules, ça va créer un trou noir, le trou noir va tous nous avaler, on va tous disparaître. On est toujours là, et c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et 2012, la fin du calendrier Maya. Alors attention, les Mayas étaient un peuple hyper balèze en prédiction. Je vous rappelle qu'eux ont disparu. Et ils annonçaient qu'en 2012, on allait tous disparaître. Visiblement, ils ont toujours eu tort. De plus, l'IA, c'est un outil, c'est une technologie. Donc ça ne fait que ce qu'on lui demande de faire. C'est pas l'IA qui va décider par elle-même de faire disparaître l'humanité, parce que c'est vachement cool de faire disparaître l'humanité.
C'est un outil au même titre qu'un marteau. Un marteau, c'est vachement pratique pour planter des clous, c'est vachement pratique pour monter des meubles Ikea, parce qu'il y a toujours des machins qui ne rentrent pas. J'en ai monté il n'y a pas très longtemps et j'ai encore galéré dessus. Mais effectivement, ça peut servir à un psychopathe à défoncer le crâne de son voisin, mais c'est pas le marteau qui est en cause. C'est peut-être le psychopathe. Pourquoi aussi on nous dit que l'IA va faire disparaître le monde entier? C'est parce qu'on nous parle souvent de singularité, d'IA faible, d'IA forte. Alors qu'est-ce que c'est? L'IA faible, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait une IA pour une tâche. Donc si vous voulez faire 3 trucs, vous allez utiliser 3 IA différentes. Chaque IA n'a aucune conscience d'elle-même et elle n'éprouve aucun sentiment. A l'inverse, l'IA forte, ça serait la cible de l'intelligence artificielle. Vous auriez une seule IA qui saurait tout faire, qui aurait conscience d'elle-même et qui éprouverait des émotions. Moi, perso, j'ai pas envie que mes IA éprouvent des émotions, surtout quand on voit ce qu'on leur fait faire. C'est finalement pas plus mal. Et le passage de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle la singularité. L'idée, c'est que nos IA faibles, elles vont grossir, elles vont devenir de moins en moins faibles, et à un moment donné, il va y avoir un petit déclic qui va faire que l'IA faible va, hop, devenir l'IA forte. Non. Alors déjà, il y a très peu de gens qui veulent l'IA forte, et ensuite, la singularité, elle ne va pas apparaître comme ça. On ne sait pas comment fonctionne la conscience de soi chez les humains, on ne sait pas comment fonctionnent les émotions en termes physiques réellement, donc je ne vois pas non plus pourquoi on les mettrait dans une machine. En fait, la différence entre l'IA faible et l'IA forte, c'est la différence entre réalité et fiction. L'IA faible, c'est la réalité de l'IA, et l'IA forte, c'est la science-fiction, c'est les Matrix, Terminator et autres, mais c'est deux mondes complètement différents, et il n'y aura pas de passage de l'un à l'autre. Donc on ne craint rien, on ne va pas tous mourir à cause de l'IA. Alors du coup, quand on est rassuré sur le fait qu'on ne va pas mourir, la phrase qu'on me sort après, ouais, mais c'est la fin des emplois. Ok. Si on regarde ce qu'on trouve dans la presse, comment on va réallouer le travail entre l'humain et la machine, comment l'intelligence artificielle va remplacer des travailleurs, et sachant que là c'est une question, hein, mais la première phase de l'article c'est « The short answer is yes ». Voilà, comme ça répond direct à la question du titre. Le changement du monde du travail, vous avez le fait que l'IA va faire votre job mieux que vous, donc vous allez disparaître. Et le don't panic yet, en général quand on dit ne paniquez pas à quelqu'un, il panique. Et le job killing AI, donc évidemment l'IA va encore détruire nos métiers. Alors, là je ne vais pas mettre que c'est complètement faux. Nous allons avoir du vrai et surtout du faux. Déjà, il ne faut pas oublier qu'un emploi, c'est plusieurs tâches. En tout cas, j'espère pour vous qu'au cours de la journée, vous ne faites pas qu'une seule tâche en boucle répétitive. Sinon, je vous engage peut-être à revoir votre plan de carrière. Vous avez plusieurs tâches à faire. Parmi toutes les tâches que vous faites, il y en a qui sont automatisables par une IA, et il y en a qui ne le sont pas. Donc, votre emploi n'est pas en danger à partir du moment où vous avez surtout des tâches qui ne sont pas automatisables et que vous perdez du temps sur des tâches qui sont automatisables. Il faut voir que les tâches automatisables, c'est principalement des tâches qui sont répétitives, qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui ne demandent pas d'utiliser des compétences humaines d'utilisation d'émotions, de créativité, de choses comme ça. Donc finalement, les tâches automatisables, c'est les parties chiantes de vos métiers. Donc si on vous dit qu'on va vous les supprimer, c'est peut-être pas si grave que ça, vous allez avoir plus de temps pour faire le reste. Alors il y a quand même des emplois où effectivement toutes les tâches sont automatisables, et en fonction des enquêtes, ça vous dit qu'il y a entre 7 et 10% des emplois qui sont en danger et qui vont disparaître. 7 à 10% des emplois qui vont disparaître, mais on ne vous parle jamais des métiers qui vont être créés. Et l'IA va créer de nombreux emplois, de même que l'informatique a créé des emplois. Enfin, vos métiers, pour la plupart des gens qui sont dans cette salle, n'existaient pas avant le web. Bah voilà, et ça sera pareil pour l'IA. Et une enquête qui est apparue il y a 15 jours, de Future of Jobs de 2018, dit qu'il y a 75 millions d'emplois qui vont être remplacés pour 133 millions d'emplois créés, ce qui fait quand même une balance positive de 50 millions d'emplois grâce à l'IA. Alors, ce sont des projections, on ne sait pas exactement, personne ne peut dire exactement où se situera la balance et compter à l'emploi près, mais il y a des emplois qui vont être détruits, mais il n'y en a pas tant que ça, et il y a des emplois qui vont être créés. Donc c'est ça qui est important. Autre chose qu'on entend, l'IA et la robotique, ça va toujours ensemble. Alors, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver ça. Il suffit de faire une recherche Google Images. Si vous tapez Artificial Intelligence dans Google Images, voilà ce que vous obtenez. Des images qui sont bleues, avec des robots blancs, humanoïdes, et du coup, on a l'impression que de faire de l'IA, c'est de faire des robots blancs.
Alors effectivement, il y a beaucoup de robots qui sont blancs, dont certains qui sont dans le salon en bas, mais bon. Si vous cherchez en français, vous avez exactement la même chose, hein, que ce soit en anglais ou en français. Et puis quand on voit les articles, vous avez des articles qui parlent d'intelligence artificielle et dont les illustrations sont des robots, ou des articles qui mêlent carrément les deux dans le titre, du genre c'est un seul truc, ça va ensemble, IA et robotique, quelle éthique? C'est un seul sujet. Alors là encore, il y a du vrai, il y a du faux, il y a surtout du faux. Effectivement, les robots peuvent utiliser l'intelligence artificielle. C'est même pas mal qu'il y ait des robots qui sont intelligents, mais tous les robots n'utilisent pas l'intelligence artificielle, et surtout, il y a des tonnes d'autres domaines de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est très transverse. Vous pouvez le retrouver dans le commerce, c'est ce qui va vous dire ce que vous pourriez acheter d'autre en fonction de ce que vous avez acheté. Vous savez, ce qui vous suit après sur tous les sites et qui vous conseille des tonnes de produits. Ça peut être au niveau de la sécurité, de la détection de fraude de carte bancaire, ça peut être la surveillance d'accès, savoir si vous êtes bien la personne que vous indiquez être, savoir si vous n'êtes pas rentré dans une zone qui est interdite au public. Ça peut être dans le domaine de la santé. Alors dans le domaine de la santé, c'est soit de la recherche de médicaments, soit plus souvent de l'aide aux médecins. Donc entre autres pour les radiologues, il y a maintenant des IA très très fortes qui arrivent à savoir mieux que les humains si vous avez un problème d'après votre radio, ou d'après un IRM, d'après un scanner, et ainsi de suite. Dans le domaine de la finance, alors évidemment, il y a la prévision des cours de bourse, mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal de prédictions de vente, d'estimation de ce vers quoi on va financièrement, et puis les scores de crédit, les fameux scores de crédit qui vous disent si oui ou non la banque va vous prêter en fonction de caractéristiques que vous leur donnez. Dans l'automobile, à part si vous avez vraiment une très très vieille voiture, votre voiture elle est bourrée d'IA. Déjà, même sans avoir une voiture autonome, alors évidemment on parle beaucoup des voitures autonomes, mais déjà vos voitures ont de l'IA. Si vous avez l'ABS, si vous avez l'ESP, si vous avez le régulateur de vitesse, tout ça c'est de l'IA derrière. Donc il y en a déjà. Sans parler des parcs assistes, des maintiens dans la voie et tous ces genres de fonctionnalités. Et puis dans l'industrie, on utilise pas mal l'IA, à la fois pour faire de la maintenance préventive, prédictive, savoir quand est-ce qu'une machine va devoir être maintenue pour ne pas tomber en panne, savoir si elle est tombée en panne, pourquoi elle est tombée en panne, savoir s'il y a des problèmes sur les chaînes de production, par exemple pour savoir si les produits ont des défauts ou pas, savoir comment optimiser des entrepôts, optimiser des flux de production, donc tout ça c'est de l'IA et c'est déjà utilisé en industrie. Donc les robots et l'IA, ça ne va pas forcément ensemble. On peut faire de la robotique sans IA, on peut faire de l'IA sans robot, et d'ailleurs la majorité des applications d'IA en termes de nombre d'applications n'ont aucun rapport avec la robotique. Autre chose que je lis, l'IA va battre les humains. Alors, il suffit de taper AI beats dans Google et on trouve des tonnes d'articles. Alors, AlphaZero AI beats Champion Chess. Alors ça, le jeu d'échecs, ça fait un petit moment maintenant qu'on a des IA qui sont meilleurs que les joueurs d'échecs. Ça date de Kasparov et de quelques années. L'intelligence artificielle qui bat les humains à des tests de lecture. L'intelligence artificielle qui bat les humains dans le domaine de la loi, donc des avocats, de l'intelligence artificielle qui bat des docteurs, de l'intelligence artificielle qui bat des humains dans leurs jeux vidéo. Alors, ça va quand même jusqu'à l'intelligence artificielle qui, à force de battre les humains, en fait, va rendre l'humanité sans aucun but. Voilà. Donc on retombe un petit peu sur la fin du monde, mais là c'est la fin de l'humanité. Il y a quand même deux visions différentes de l'IA, qui sont portés à la fois par des chercheurs et par des projets, des applications différentes. Il y a effectivement un pan de l'IA dont le but est de reproduire l'intelligence humaine, c'est-à-dire de refaire des choses que vous savez faire, de manière à vous aider. Et puis, il y a une partie de l'IA qui cherche à résoudre des problèmes qu'on ne sait pas de toute façon résoudre en tant qu'humain, généralement parce qu'il y a trop de solutions potentielles, qu'on ne peut pas toutes les tester, même avec les super puissances de calcul qu'on a, et on va donc chercher des optimums locaux dans ces problèmes, de manière à avoir quelque chose qui marche au moins. Actuellement, par exemple, si vous regardez le monde de l'automobile, trouver comment faire une carrosserie exactement pour qu'il y ait le moins de prise à l'air possible, en fait, c'est pas un humain tout seul qui peut faire ça. Parce que l'humain tout seul, s'il n'est pas aidé, il va avoir quand même de grosses difficultés, parce que ça devient vraiment très complexe à réfléchir et à penser. Donc à la place, on va pouvoir utiliser des IA qui vont tenter des choses, qui vont voir si ça marche ou pas, qui vont se diriger vers la direction qui semble être la bonne, et qui proposent des fois des designs qui sont complètement différents de ceux dont on a l'habitude, mais qui sont plus efficaces au niveau de la prise de l'air des voitures.
Voilà. Et puis il y a des domaines sur lesquels l'IA ne sait pas faire, et c'est pas tout de suite qu'elle saura faire, entre autres tout ce qui touche à la créativité et aux émotions. Alors en créativité, vous avez peut-être entendu parler d'IA qui faisait des tableaux. Déjà, elle peigne pas. Faut quand même savoir qu'une partie du talent du peintre, c'est la façon dont il va déposer la peinture sur le tableau, c'est pas juste un ensemble de pixels de couleurs. Et 2, pour que ces IA fonctionnent, il faut leur donner des tonnes de tableaux. Elles vont extraire les caractéristiques communes à tous ces tableaux et vont vous en produire un autre qui correspond à ce qu'elles ont retenu de ce qui était commun à tous ces tableaux. Est-ce que c'est vraiment de la créativité ou est-ce que c'est juste faire à la façon d'eux ? Vous pouvez maintenant faire des images à la façon d'eux, à la façon des impressionnistes ou ce genre de choses. Est-ce que c'est de la créativité ? C'est pas une IA qui va forcément créer le nouveau courant artistique. Voilà. Elle sait refaire des choses qui existent déjà. Et puis les émotions, on ne sait pas faire et c'est pas plus mal, comme je vous disais. D'autres choses qu'on lit, c'est un petit peu le mélange qu'il y a dans les termes. C'est-à-dire quand on parle d'IA, il y a plein de termes qui vont avec. Les deux plus courants avec l'IA, c'est machine learning et deep learning. Alors vous avez peut-être déjà vu des schémas comme celui qui se trouve juste à gauche, droite, voilà, j'ai du mal avec la droite et la gauche, où on vous dit que l'intelligence artificielle, à l'intérieur, il y a une sous-partie, c'est le machine learning, à l'intérieur, il y a une sous-partie, c'est le deep learning. Et quand vous regardez les textes, ça vous dit machine learning, c'est juste une façon de faire de l'IA, ou machine learning, c'est une branche de l'IA. Et avant de définir tout ça, on va peut-être commencer par définir un peu de quoi on parle. Parce que c'est bien d'essayer de mettre des trucs dans des trucs, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Il faudrait déjà définir la base. Donc c'est quoi d'abord l'intelligence ? Alors l'intelligence, personne n'est d'accord, et surtout ça ne se mesure pas. Je pense qu'on est, j'espère, d'accord par contre sur au moins un point, c'est que les tests de QI, ça ne définit pas l'intelligence des gens. L'intelligence, les meilleures définitions que j'en ai trouvées, c'est ces deux-là, celles de Jean Piaget et de Stephen Hawking. Alors Jean Piaget, c'est un biologiste, pédopsychiatre, et en fait, lui, il s'est intéressé au sujet des enfants en difficulté à l'école. Et il s'est dit, est-ce qu'un enfant qui échoue à l'école, il est con ou pas ? La réponse est bien évidemment non. Mais c'est peut-être juste qu'il n'a pas la forme d'intelligence qui lui permet de réussir à l'école. Et donc c'est sur ça qu'il a fait tous ses travaux, et il en est donc du coup arrivé à essayer de trouver ce qu'était l'intelligence, et sa définition, c'est que c'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand l'on ne sait pas. Ce qui est typiquement contraire au test de QI, hein, parce que le test de QI, en général, vous savez ce qu'il faut faire, et vous essayez de refaire en appliquant, on va dire, entre guillemets, bêtement, des algorithmes qu'on vous a donnés, du genre si c'est des suites de chiffres, vous essayez de voir si en ajoutant une somme toujours la même, ça correspond. Si ça ne marche pas, vous essayez de voir si ce que vous ajoutez a l'air d'être une suite en elle-même, sinon vous essayez de multiplier, sinon vous essayez... Enfin, voilà, vous avez une sorte de liste de choses à tester, mais c'est des choses que vous savez. Donc là, l'intelligence, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas, donc c'est d'autant plus dur à mesurer. Et Stephen Hawking, qui n'a pas dit que des bêtises, disait que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement. L'idée, c'est un petit peu ça. C'est cette capacité d'adaptation que l'on a. Pas que les humains, d'ailleurs. Il n'y a pas que les humains qui sont intelligents. Les animaux aussi montrent des signes d'intelligence. Et quand on prend cette définition d'adaptation, on peut aussi dire que des machines pourraient être intelligentes au sens où elles auront une certaine capacité d'adaptation. Comment ça se fait en pratique ? Dans la programmation classique, vous avez un programmeur, un développeur, qui va vous écrire un programme, vous allez y mettre des entrées, et ça va vous fournir des sorties. Et normalement, si le développeur a bien fait son boulot, à chaque fois que vous mettez des entrées, vous obtenez les sorties que vous attendiez. Mais il y a des cas où aucun développeur n'est capable d'écrire le programme qui correspond. Typiquement, quand on doit déterminer quels sont les animaux qui sont sur une image, est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un chien, le développeur, il ne va pas être capable d'expliquer si le troisième pixel à gauche, c'est un pixel noir, alors c'est un chat, sinon c'est un chien. Il n'y a pas de choses de ce type-là à coder. Donc, on fait appel, dans ce cas-là, à l'IA quand le programme, on ne sait pas l'écrire. Généralement, le programme, on va finir par l'appeler modèle, plus que programme. Et un humain va fournir des informations et un algorithme. Et l'IA, ça consiste juste à créer un modèle qui va servir de programme à partir d'informations qu'on a données de plus haut niveau. Mais il n'y a pas de magie là-dedans, il y a bien des humains qui ont fourni des algorithmes, même si ce n'est pas forcément ceux qui les utilisent, et des humains qui ont fourni des informations sur comment utiliser ces algorithmes.
Et derrière, on obtient notre modèle qu'on utilisera exactement comme un programme classique, c'est-à-dire qu'il y aura 2 phases en intelligence artificielle. La première, c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, qui consiste à trouver le modèle qui va marcher. Et la deuxième, c'est la phase d'utilisation. Alors du coup, comment on se situe? Alors là, c'est mon avis personnel. L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui, justement, sert, comme je vous ai montré, à obtenir ces programmes quand on ne sait pas les développer nous-mêmes. Le machine learning, c'est un autre domaine qui est à peu près aussi ancien que l'intelligence artificielle, mais le but, c'est vraiment de faire de l'apprentissage. Il y a des techniques d'IA qui ne sont pas du machine learning, il y a des techniques de machine learning qui ne sont pas de l'IA, et il y a une partie commune, et dans la partie commune, il y a les réseaux de neurones, et en particulier les réseaux de neurones denses et profonds, qu'on appelle le deep learning, qui n'est donc qu'une petite partie de tout ça. Sauf que c'était un peu compliqué au niveau marketing d'expliquer ça, donc il s'est passé ça. Voilà, maintenant on parle d'IA pour tout. Donc attention, les puristes vont peut-être pas utiliser la même définition d'IA que celle que vous pourriez utiliser, donc faites attention à ce que vous incluez tout le machine learning ou pas dans votre définition de l'IA. Les deux sont en concurrence actuellement. Donc on peut dire que dans l'IA, il y a le machine learning si vous parlez de l'IA en gris. Par contre, l'IA et le machine learning ont une partie en commun si vous parlez de l'IA en rouge, qui est l'IA un peu plus ancienne, on va dire. Autre chose qu'on me dit souvent, pour faire de l'IA, il faut des données. Alors il suffit de lire les articles là encore. Pourquoi l'IA a besoin du big data? Pourquoi l'IA et le machine learning utilisent tout ce qui est data lake, data hubs et tout ça, donc pourquoi du big data encore? Data, c'est la fondation pour l'intelligence artificielle. Attention, hein, ce coup-ci, on est plus clair. Et puis, ça va être le différenciateur, en fait. C'est soit vous avez des données et vous allez être bon en IA, soit vous n'aurez pas de données et vous ne serez pas bon en IA. Alors, tout dépend de ce que vous faites. Comme je vous ai dit, l'IA, c'est pas que le deep learning. Il y a beaucoup de choses en IA. Si vous faites du deep learning, effectivement, vous allez avoir besoin de beaucoup de données. Si vous voulez travailler, par exemple, sur des images, on considère qu'il vous faut à peu près 100 000 images de chaque catégorie. Donc si vous voulez lui faire apprendre les animaux, il vous faut 100 000 lions, 100 000 tigres, 100 000 panthères, 100 000 jaguars, 100 000 léopards, 100 000 girafes, 100 000 éléphants et ainsi de suite, ce qui fait beaucoup d'images à trouver effectivement. Mais on a inventé quelque chose qui s'appelle le transfer learning, donc apprentissage par transfert, et l'apprentissage par transfert vous permet de diminuer drastiquement le nombre d'images nécessaires, puisqu'à la place d'en avoir besoin d'environ 100 000 par catégorie, vous passez à 1000 images par catégorie. C'est quand même une division par 100, c'est pas négligeable. Et qu'est-ce que c'est que le transfer learning? Ça consiste à prendre un réseau de neurones qui a appris à reconnaître des objets X et Y, et à juste le réentraîner légèrement sur ce que vous voulez apprendre, même si ça n'a absolument aucun rapport. À partir du moment où ce sont des objets qui sont situés sur une image, de la même taille, ça marche. C'est assez magique. C'est assez bizarre la première fois qu'on l'utilise et qu'on se rend compte qu'effectivement ça marche, mais ça marche. Donc on l'a utilisé, nous, par exemple, pour apprendre les signes de la main, enfin les signes du langage des signes fait avec la main. On est parti d'un réseau de neurones qui avait appris à reconnaître des vélos, des voitures, des humains, des choses comme ça. Et avec 1000 images de chaque, on lui a appris à reconnaître toutes les lettres de la langue des signes. Juste 1000 images. Et puis vous pouvez encore diminuer si vous faites ce qu'on appelle la data augmentation. Data augmentation, c'est l'augmentation des données que vous avez en entrée. C'est-à-dire que vous n'avez que quelques données, et grâce à quelques transformations, du crop, de la rotation, des miroirs, des choses comme ça, vous allez artificiellement augmenter votre dataset, ce qui fait que vous avez besoin d'encore moins de données. Et là, vous pouvez avoir besoin que d'une centaine d'images par classe, avec le data augmentation. Donc on est passé de 100 000 à 100. Donc vous avez besoin d'énormément de données, ça dépend. Et puis ça, c'est pour le deep learning. Mais si vous faites des systèmes experts, les systèmes experts, c'est une autre branche de l'IA. Les systèmes experts, ça consiste à appliquer des règles qui ont été fournies par un expert. Donc vous avez besoin de pas mal d'informations, en fait vous avez besoin de toutes les règles du métier, sauf que c'est pas avec des exemples et des données que vous les obtenez, c'est que vous allez interroger des experts. Alors c'est potentiellement long, c'est potentiellement difficile, mais en tout cas vous allez interroger par exemple un médecin et vous allez lui dire en fonction des symptômes, qu'est-ce que tu dis que c'est? Et vous allez mettre tout ça dans un document et votre système expert va utiliser ces règles pour savoir ce que vous avez quand vous allez le rencontrer. Il y a des systèmes experts qui permettent aujourd'hui de reconnaître plus de 1000 maladies du sang grâce à vos résultats sanguins. Donc là, vous n'avez plus besoin de données, vous avez besoin de gens qui ont les données dans leur tête.
Vous avez les systèmes multi-agents. Les systèmes multi-agents, c'est que vous avez plein d'objets qui vont discuter entre eux pour faire un comportement global plus intelligent, en tout cas. On les retrouve par exemple dans les entrepôts de chez Amazon. Vous avez peut-être vu des vidéos avec plein de petits robots qui déplacent les étagères et qui se rendent jamais dedans. Alors évidemment, il est hors de question de faire un programme informatique à la base qui dit « Aujourd'hui, tel robot il se déplace de telle heure à telle heure sur cette ligne, et puis ensuite il y a tel l'autre qui arrive, celui-là va s'arrêter, et ainsi de suite. » Non, ça ne marche pas comme ça. Chaque robot a des règles très simples en local, qu'il applique, et grâce à ça, grâce à ces règles locales que chaque robot possède, le système fonctionne au global. C'est de l'IA, ça fait partie des domaines de l'IA, c'est pas du tout du machine learning, ça marche relativement bien, et là vous n'avez besoin que de quelques règles pour chaque robot. Par exemple, quand j'arrive à un carrefour, je laisse la priorité à droite, et c'est tout. Voilà. On diminue encore le nombre de données avec la logique floue. Alors la logique floue, c'était hyper à la mode dans les années 80. Donc je pense que vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir connue quand c'était à la mode. La logique floue, ça consiste à dire qu'à la place de faire des règles très strictes, du genre s'il fait plus de 25, allume la clim, on va faire des règles qui sont plus souples, qui s'adaptent, et qui, on va dire plutôt, s'il fait très chaud, mets la clim très fort. S'il fait chaud, tu mets la clim moyen. Et puis, s'il fait froid, mais qu'il y a du soleil dehors, tu mets pas la clim. Sauf qu'un ordinateur, chaud, très chaud, il comprend pas, et le but de la logique floue, c'est de lui dire, à la place de dire de manière booléenne, à 25 degrés il fait chaud, mais à 24,9 il fait pas chaud, on va lui dire, à 20 degrés il fait pas chaud, à 25 degrés il fait chaud, et entre les deux il fait plus ou moins chaud. Voilà, c'est juste ça le principe. Et du coup, s'il fait plus ou moins chaud, on va plus ou moins appliquer la règle, et au final, on a bien une valeur numérique utilisable pour la machine qui va recevoir l'ordre. Mais on n'a plus besoin de définir des valeurs limites très strictes, ce qui permet en industrie, entre autres, de sauvegarder les systèmes, puisque ça permet des contrôleurs qui sont beaucoup plus souples et qui usent moins le système vraiment physique. Il n'y a pas d'à-coup sur les moteurs, en fait. Donc c'est très intéressant pour ce point-là. Donc la logique floue, il y a juste besoin de quelques règles et de définir les termes en termes de probabilité. Donc c'est juste des petits courbes en forme de trapèze ou en forme de triangle, dans choses de ce type-là. Et puis pour avoir encore moins besoin de données, vous pouvez aller sur les algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, c'est un système qui fait évoluer les solutions pour trouver des solutions qui sont de mieux en mieux. Et là, vous avez juste besoin de pouvoir évaluer la qualité d'une solution. Alors vous avez besoin d'une donnée, en fait, c'est comment j'évalue la qualité d'une solution. Donc c'est difficile d'avoir moins besoin de données qu'un algorithme génétique. Donc non, il n'y a pas forcément besoin de plein de données quand vous faites de l'IA. Ça peut aller de 1 à 100 000 par classe en fonction de ce que vous faites. Autre chose qu'on entend, je fais des chatbots, donc je fais de l'IA. Ah ça m'énerve. Désolée pour ceux qui font des chatbots dans la salle. Mais ça a quand même le don de m'énerver. Alors dès que vous tapez Intelligent Chatbot, toutes les sociétés, de toute façon, elles mettent IA ou intelligence quelque part dans leur site. Donc là, je vous en ai pris au pif, que j'ai regardé dans Google. Voilà. Et ils vont tous vous vendre leur système intelligent. Alors déjà, on sait très bien que les chatbots ne sont pas tous intelligents. J'aime beaucoup le dernier. Voilà. Qui demande à quelqu'un de décrire le terme bot, comme s'il le décrivait à sa grand-mère. La personne répond que sa grand-mère est morte. Et le système lui dit « Merci beaucoup de ta réponse ». Sous-entendu, on va le prendre en compte en plus pour après, pour l'explication de ce qu'est un chatbot. Voilà, donc déjà, ils ne sont pas forcément intelligents, ça je pense que vous en avez bien conscience. Et ensuite, quand on dit on fait de l'IA parce qu'on fait des chatbots, il faudrait savoir c'est quoi faire de l'IA. En fait, c'est comme si vous dites vous faites de la voiture. Ça n'a aucun sens. Faire de la voiture, ça n'existe pas. Vous pouvez préciser, vous conduisez une voiture, ce qui est le cas de la majorité des gens, je pense, ici, vous savez conduire une voiture. Vous vendez des voitures ou vous louez des voitures, vous savez faire un contrôle technique de voiture, vous savez la réparer, vous savez la fabriquer, voire mieux, vous savez la concevoir. C'est quoi, en fait, faire de la voiture? Quand vous dites que vous faites de l'IA, ça peut être la même chose. Si vous utilisez un programme qui utilise de l'IA, par exemple, si vous utilisez Waze et Google Maps, c'est équivalent, vous êtes dans la case conduite. Quelqu'un a fabriqué le système pour vous, vous savez juste l'utiliser, c'est-à-dire que vous savez taper l'endroit où vous voulez aller. Pour un chatbot, ça veut dire que vous savez utiliser le chatbot, vous dialoguer avec. Vente, location, voilà, c'est les commerciaux. Ils ne sont pas tout en bas, ils sont un peu au-dessus, mais voilà.
Au-dessus, vous avez le contrôle technique, c'est que vous savez monitorer potentiellement une application pour savoir si elle marche ou pas, vous allez la tester. La réparation, bah, vous allez potentiellement pouvoir faire des patchs dessus, des modifications pour qu'elle marche mieux. La fabrication, c'est que vous allez peut-être fabriquer des choses un peu plus haut niveau. Et puis la conception, dans les chatbots, ça serait, vous faites du NLP, donc Natural Language Processing, c'est-à-dire que vous savez traiter du texte oral ou du texte écrit pour comprendre le contexte et les mots qui sont dedans. Clairement, les gens qui disent qu'ils font des chatbots, donc ils font de l'IA, ils font pas de la conception. Les seuls qui font du NLP sont très très rares et ils disent pas qu'ils font du chatbot, de toute façon. Donc voilà. Donc, attention quand vous dites on fait de l'IA, vous faites de l'IA, mais vous faites quoi dans l'IA? Vous êtes à quel niveau? Okay. Est-ce que vous êtes au niveau des chercheurs? Est-ce que vous êtes au niveau des industriels qui utilisent l'IA ou qui font des programmes d'IA, ou est-ce que vous savez juste utiliser des programmes qui ont déjà tout empaqueté et qui ont de l'IA peut-être dedans quelque part et qui utilisent un framework dedans? À vous de voir. Autre chose que j'entends beaucoup aussi, alors ça c'est mon côté ex-prof, c'est que quand je commençais mes cours d'IA, généralement les étudiants ils me regardaient un peu dépité, du genre « Oh putain, on va faire des maths, on va galérer. » On va en chier, on n'aime pas les maths. Je sens que la matière va être difficile. En plus, ils avaient plein d'heures avec moi, parce que j'avais pas mal d'heures avec les mêmes étudiants. Donc ils disaient, c'est mal barré. Alors effectivement, quand on regarde des fois des docs, voilà ce qu'on a. Alors ça, c'est la documentation de MATLAB pour expliquer comment faire des réseaux de neurones à plusieurs couches. Bon, personnellement, moi, ça me donne mal à la tête rien que de le regarder, ça. En plus, les polices sont pas très jolies. Ça, c'est le cours de Andrew Ng, sur Coursera, qui est un cours qui fait référence en machine learning, et ça c'est son slide sur les support vector machine. Vous pouvez suivre ces cours, il n'y a aucun souci, ils sont très très bien, de très bonne qualité, à condition que vous ayez envie de comprendre mathématiquement comment ça fonctionne derrière, parce que voilà ce que vous avez dans les cours. Ça fait un peu peur vu comme ça. Et puis ça, c'est la régression logistique en R, sur un cours qui explique comment utiliser R, et à la partie régression logistique, vous avez ça. Ouf. Si vous ne savez pas utiliser R et que vous tombez là-dessus, je pense que vous fermez le site et que vous allez faire autre chose. En pratique, les équations, on ne les code pas. Là, ce que je vous ai mis, c'est un exemple de code. Alors, c'est le seul exemple de code. Et de même qu'avant, c'était la seule page avec des équations. Là, vous avez un exemple de code qui utilise Gluon pour faire des réseaux de neurones convolutifs à plusieurs couches. Et en fait, vous voyez que vous avez juste à dire, je veux une couche qui est de type convolution 2D. Ensuite, je mets une couche qui s'appelle couche de pooling, puis une autre convolution 2D, puis une autre pooling, puis convolution, puis convolution, puis convolution, puis pooling, puis une couche mise à plat et 3 couches denses avec 100 neurones de sortie, point. Vous n'avez codé aucune fonction mathématique là-dedans. Il n'y a pas de maths. Et pour lancer ça, vous avez juste une fonction à dire fit. Vous lui donnez les datasets et vous faites j'appelle la fonction fit qui fait que tous les calculs mathématiques sont faits par derrière. Donc les frameworks codent déjà les équations, c'est pas à vous de les coder. À part si vous faites de la recherche et que vous cherchez des meilleurs moyens d'apprendre que ceux qui existent, je ne pense pas que vous ayez besoin de coder des équations. Alors tout autour, je vous ai mis les principaux frameworks Python qui font du deep learning ou du machine learning. Donc voilà, vous avez TensorFlow, MXNet, PyTorch. Alors ça vous permet de choisir votre camp en fait. TensorFlow c'est Google, PyTorch c'est Facebook, MXNet c'est Amazon, CNTK c'est Microsoft. Voilà, vous choisissez votre camp, mais ça revient au même, ils font tous la même chose. Clairement. Keras, Gluon, Café, alors Keras, Gluon, c'est des choses de plus haut niveau où vous dites à Keras que vous voulez utiliser MXNet ou TensorFlow, et Café, c'est pour du mobile. Voilà un petit peu pour les frameworks. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire de l'IA et vous pouvez faire des réseaux à convolution, du deep learning et ce que vous voulez sans jamais coder la moindre équation mathématique. Pour terminer, j'avais pas le temps de faire tout ce que j'entends en fait dans 40 minutes. Donc je vous ai mis un petit... une sorte de petit best-of d'autres choses que j'ai entendues. Un jour, on réussira le test de Turing. Alors, vouloir réussir le test de Turing, c'est comme dire que les tests de QI mesurent l'intelligence. Je pense que vous savez ce que j'en pense, du coup. Ou alors, vous étiez absent mentalement au moment où j'en ai parlé. L'IA, c'est nouveau. L'IA, ça ne marche que depuis peu. C'est gentil. Alan Turing vous remercie depuis sa tombe. Donc non, ça date des années 50. C'est pas nouveau. Et ça marche depuis pas mal d'années, c'est juste qu'il y a un gros boom commercial autour de l'IA, que maintenant tous les événements parlent d'IA,
essaye de caser IA en super buzzword, et surtout, ça attire de l'argent, des investisseurs, et du coup, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais ça fait un petit paquet de temps que ça marche. Il faut connaître Prolog et Lisp. Là encore, petit clin d'œil aux écoles qui mettent encore dans leur programme du Lisp et du Prolog. Non. Alors, personne ne fait du Lisp et du Prolog en entreprise quand ils font de l'IA. Ça n'est plus utilisé depuis fort longtemps. La majorité des gens font du Python et du R, mais vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. On peut coder des réseaux de neurones en C#, en Java, en C++, en PHP, en JavaScript. Alors, ça risque juste d'être lent pour certains langages. Donc je vous déconseille le JavaScript pour faire de l'IA et exécuter des modèles en local. Mais ça se fait. Voilà. Alors Python, ça marche parce qu'en fait, les librairies qui font du deep learning, elles sont pas en Python, elles sont en C, elles sont précompilées, elles sont juste appelées depuis le code Python. Sinon, ça serait très 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 lent, en fait. Donc voilà. On peut pas comprendre le fonctionnement des modèles, bah là encore, ça dépend ce que vous faites. Parce que les systèmes experts, les algorithmes génétiques, la logique floue, on peut très bien comprendre ce qui se passe. En deep learning, effectivement, on ne peut pas forcément comprendre pourquoi un modèle nous dit que c'est un chien ou un chat. Mais, bonne nouvelle, il y a des chercheurs qui sont en train de travailler sur ce point-là pour essayer justement de comprendre, une fois que le modèle existe, comment il fonctionne en intérieur. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, ils avaient fait un algorithme qui permettait de reconnaître la race des chiens et des cousins des chiens. Et en fait, ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient une photo de husky qui était classée en loup. Donc ils ont essayé d'analyser comment fonctionnait le réseau de neurones. Et en fait, ils se sont rendus compte que le réseau de neurones, s'il y avait de la neige, disait que c'était un loup. Voilà. Donc c'était absolument pas le chien qui était détecté et qui était analysé, c'était la neige. Donc là, effectivement, ça vaut le coup d'avoir des algorithmes comme ça qui permettent a posteriori de comprendre comment fonctionne le modèle pour savoir ce qu'il fait. Parce que ça serait un peu embêtant, par exemple, que sur une voiture autonome, ils reconnaissent les humains uniquement s'ils portent des manteaux rouges. Parce que le premier jour où vous allez rencontrer quelqu'un qui a un manteau noir, il risque d'y avoir un accident. Donc, il y a des recherches en cours et il y a des résultats déjà qui sont publiés sur ce domaine-là, donc si ça vous intéresse. Et puis, toutes les autres techniques d'IA s'expliquent relativement bien. J'ai pas les moyens d'acheter le hardware. Alors, effectivement, si vous regardez sur Internet, on vous dit que pour faire du deep learning, il faut des grosses cartes graphiques qui coûtent des milliers de dollars chacune, et il en faut plein. Donc, soit vous êtes un centre de recherche, vous pouvez investir, soit vous avez les moyens. Soit sinon, si vous voulez juste vous tester comme ça pour savoir ce que ça fait, bah vous avez plein de clouds à disposition. Il suffit d'ouvrir un compte, vous testez, ça va vous coûter une petite poignée d'euros et vous êtes tranquille. Vous avez accès à des machines qui sont rentabilisées par le propriétaire du cloud parce qu'ils les font utiliser à plein de personnes en parallèle. Et du coup, vous ne payez que votre temps d'usage. Donc si vous voulez juste tester, si vous voulez juste faire un petit peu d'IA de temps en temps, mais que vous ne voulez pas vraiment en faire très souvent ou que vous n'avez pas besoin d'avoir les machines en permanence, bah, n'hésitez pas à aller voir du côté des clouds ce qu'ils peuvent vous proposer. Et puis pour terminer, c'est un article qui a été publié il y a 10 jours qui dit que l'intelligence artificielle est menacée par le fake. Et en fait, le gros problème de l'intelligence artificielle, c'est que comme il y a beaucoup d'argent qui tourne autour, comme c'est un truc qui est très à la mode, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, et je vous en ai montré un certain nombre. Donc faites attention à ça, faites attention à ne pas les transmettre. Le risque pour nous qui travaillons dans l'IA, il est important. Parce que si on n'essaye pas d'expliquer ce qu'est l'IA, ce que c'est pas l'IA, forcément à un moment donné, les clients vont être déçus. Moi, ça m'arrive déjà qu'il y ait des clients qui me demandent de faire de la magie. Je ne sais pas faire la magie. Désolée. Donc, il faut qu'ils sachent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, de manière à ce qu'ils ne soient pas déçus, qu'on ne leur vende pas du rêve, et de manière à ce qu'il n'y ait pas un nouvel hiver de l'IA, comme il y a eu déjà dans le passé, c'est-à-dire des phases où les industriels se disent « Non, mais l'IA, c'est nul, ça ne sert à rien, et ça ne marchera jamais ». Donc voilà, donc faites attention aux fake news, et dans l'IA, il y en a un gros paquet. Eh ben, je vous remercie de votre attention, je suis disponible si vous avez des questions. Et pour information, à 14 h, je serai dans le salon des conférenciers au village. Donc si vous avez des questions que vous voulez poser en plus petit comité, vous pourrez m'y retrouver après manger. Oui. Bonjour, merci pour votre conférence. Merci. Je voulais revenir en fait sur la définition de l'IA, le joli slide que vous avez montré avec le cercle gris et les deux autres cercles qui s'imbriquaient les uns les autres. Je vais être assez honnête, moi j'étais encore un peu au stade du cercle gris, on va dire. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir
enfin, ça m'aurait intéressé de connaître, parce que les algorithmes génétiques, les systèmes experts, je savais, je connaissais, mais je pensais pas que c'était considéré comme de l'IA en fait. Donc c'est pour ça. Et j'aurais sur ce graphique, pouvoir mettre un petit peu chaque technique, chaque chose dans sa bulle, ça m'aurait un peu plus guidé, ça m'aurait, on va dire, assis sur une meilleure base pour comprendre ce que c'est une IA, ce que ce n'est pas une IA. Alors, par rapport aux techniques dont je vous ai parlé sur le slide avec les données où il y en avait de moins à beaucoup, en fait, tout va dans la case intelligence artificielle, donc la partie rouge. Il n'y a que le deep learning qui est dans l'interaction entre les deux. Voilà. Par contre, ce qu'on peut mettre aussi en interaction entre les deux, il y a tout ce qu'on appelle les méta-heuristiques. La recherche glouton, la descente de gradient, la recherche tabou, tout ça, c'est des technos dont je n'ai pas parlé, parce qu'elles sont fortement machine learning, mais qui font partie de la zone que je mets en correspondance sur les deux. Et dans la partie machine learning pure, qui ne sont pas de l'IA, je classe par exemple tout ce qui est K-means. K-means, c'est de la segmentation qui dit que pour classer un point, on regarde quels sont les points les plus proches, on prend les 3 points les plus proches et on prend la classe majoritaire parmi les 3 points les plus proches. Donc il n'y a aucun apprentissage, il n'y a aucun modèle qui est créé. Donc ça ne correspond pas à mon slide où il y avait le modèle qui est créé par l'IA qu'on utilise après. C'est juste, je regarde dans les données les plus proches et je dis que c'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est que du machine learning pour moi, c'est pas de l'IA. Donc voilà un petit peu au niveau des technos. Mais tout ce qui est système expert, c'est de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est algorithme génétique, logique floue, tout ça, c'est ce que je casse dans IA. Voilà. Il y a une main là-bas au fond. Merci pour la présentation. C'était plus sur les derniers slides là, où on parlait de matériel. C'est le tout dernier celui-là. Ouais, et de puissance matérielle nécessaire. Je me posais la question, on est d'accord que là où on a besoin, entre guillemets, de beaucoup de hardware, d'aller faire jouer du cloud et tout, c'est pour l'apprentissage. C'est pour l'apprentissage, tout à fait. Une fois que l'algo est formé, ça demande très peu de puissance de le faire tourner comme un programme classique avec des entrées, quoi. Exactement. D'ailleurs, je vous ai parlé de l'exemple du programme qui lit les signes de la main. Ouais. Pour l'apprendre, on l'a fait apprendre dans le cloud. Par contre, actuellement, il tourne sur un Raspberry Pi. Ok. Voilà. Donc ça vous donne l'idée du niveau pour appliquer le modèle. Après, alors, il n'est pas très très rapide. Hein. Il lui faut 2 secondes à peu près, mais il tourne sur un Raspberry Pi. Après, ça dépend, j'imagine. Enfin, là, pour le langage des signes, c'est un ensemble qui reste relativement fixe, on va dire. Après, j'imagine qu'il y a des applications où il faut réentraîner régulièrement les algos. On les réentraîne dans le cloud et on fait juste un déploiement du modèle quand on a réentraîné. Okay. Mais du coup, le matériel qui applique le modèle est effectivement un matériel qui est beaucoup plus léger que celui qui a permis d'entraîner. Et les puissances de calcul n'ont rien à voir. En gros, à part si vous traitez vraiment de la vidéo temps réel, où là, il vous faut un GPU, mais même un GPU classique, vous arrivez à le faire en temps réel, en local. Sinon, un PC, un CPU classique, ça marche. Et je vous dis, on fait tourner des modèles sur des Raspberry Pi. Donc c'est pas, alors c'est Raspberry Pi 3 qui est quand même un peu plus puissant parce que le Pi 2 on n'y arrive pas dedans, ça rame un peu trop sur des images, mais ça marche très très bien. Voilà. Donc c'est effectivement pour la phase d'apprentissage. Et que si on fait du deep learning, parce que y a plein d'autres techniques qui n'ont pas besoin d'avoir des grosses puissances de calcul. La logique floue, il n'y a pas besoin de puissance de calcul. Et mes étudiants le faisaient à la main, donc en quelques minutes. Voilà. Donc ils avaient suffisamment de puissance de calcul. Merci pour la présentation. Moi, je voudrais revenir sur les risques de l'IA que vous parliez au début, par rapport à ce que vous avez dit à la fin. Effectivement, ce n'est pas l'IA en elle-même qui va être un risque, mais c'est plutôt le pouvoir qu'on lui donne. Vous parliez de la voiture qui, si on l'entraîne, s'il pense reconnaître qu'un être humain, c'est quelqu'un qui a un pull vert. On a eu récemment des cas où des voitures ont pris des mauvaises décisions. Comment vous savez, quand vous entraînez un algorithme, qu'il a plutôt bien compris et comment vous maîtrisez ce genre de risque? Malheureusement, on fait comme pour le développement classique, on teste. Ouais. Donc on espère que notre couverture de test est suffisante, on teste énormément. Sur des techniques comme le deep learning où on n'a pas forcément d'explication directe de ce que l'algo fait, on va faire énormément de tests dans plein de cas et regarder statistiquement les résultats qui sont obtenus.
Par exemple, si c'est des scores de crédit, on peut aussi les mettre en parallèle d'un système réel pendant un certain temps pour voir s'il est toujours d'accord avec la décision que l'humain a prise ou pas, ou avec d'autres systèmes qui existent. Voilà. Et actuellement, c'est ce qu'on fait chez un de nos clients. On a 2 systèmes qui tournent en parallèle, un d'IA et un classique, et on regarde si les 2 sont d'accord ou pas. Et on décidera, en fonction de ça, de si on le mettra en prod ou pas. Voilà. Bon, actuellement, c'est notre algo qui a raison quand ils ne sont pas d'accord, mais ça pourrait être le contraire, et pour une voiture, il faut faire attention. Il y a effectivement eu le cas d'une Tesla qui a confondu un camion avec un panneau publicitaire. Comme le panneau publicitaire, enfin, le côté était blanc peint du camion, elle a décidé que c'était un camion, enfin, que c'était une pub qui était plus loin, du coup, elle a foncé dans le camion, qu'elle n'a pas vu, entre guillemets, étant donné que les caméras étaient inopérantes à ce moment-là, enfin, d'autres caméras, parce qu'il y avait le soleil en face en plus. Donc, effectivement, il peut y avoir des risques. Après, il y a aussi, à un moment donné, le seuil... Enfin, on ne va pas avoir une voiture parfaite directement, mais si elle est déjà meilleure que les humains et qu'elle fait déjà sauver des vies, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait 0 mort sur la route, ou est-ce qu'il faut se dire, si déjà je divise le taux de mort sur la route par 2, ça vaut le coup de la mettre en prod? Bonjour, merci pour la présentation. On dit souvent ça c'est de l'IA, ça c'en est pas. Je me demandais s'il n'y avait pas des programmes un peu entre les deux, parce que j'ai l'impression qu'il y a des règles plus ou moins complexes, des programmes plus ou moins complexes. J'ai encore du mal à me dire ça c'en est, ça c'en est pas. Alors c'est bien parce que vous faites de la métalogique floue. C'est exactement un programme d'IA. Effectivement, il y a des cas où c'est un peu plus tendancieux de savoir si c'est ou si c'est pas de l'IA. C'est-à-dire que la frontière, elle n'est pas hyper nette en disant bah, là vous l'êtes, et puis d'un coup vous n'êtes plus du tout dans l'IA. Il y a une petite zone de flou. En fonction de ce que vous allez faire, de comment vous allez l'appliquer, dans quoi ça va être intégré, on va le classer d'un côté ou de l'autre. Mais les classifications, ça reste des classifications humaines, donc ça veut dire que c'est pas bon. Donc il y a toujours une zone où il y a un petit flottement. Voilà. Il y a des choses, par contre, on est très clair, c'est de l'IA. Et il y a des choses, on est très clair, ça l'est pas du tout. Voilà. Mais il y a une petite zone à un endroit donné, une petite zone grise où on ne sait pas. Bonjour et merci. J'aurais une question, c'était quand est-ce qu'on peut se dire l'IA va m'apporter quelque chose sur un algorithme en particulier par rapport à un traitement traditionnel d'un programme? Et est-ce qu'il y a une règle, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me dit j'irai quand même plus vite et j'aurai plus de certitude? Il n'y a pas de règle définie que vous trouverez écrite. Par contre, il y a des ce qui s'appelle en anglais les rule of thumbs, les trucs qu'on voit que ça va être intéressant ou pas. Et grosso modo, si vous avez des développeurs qui peuvent vous faire un programme qui va marcher très bien, ne faites pas d'IA. Par contre, si vos développeurs ils vous regardent en vous disant on ne peut pas faire ça, on ne sait pas comment le faire, et que vous, par contre, intuitivement, vous savez le faire, alors là, c'est la voie royale pour l'IA. La voie royale pour l'IA, c'est intuitif pour un humain, mais par contre, c'est hyper dur à coder. Typiquement, ce que je disais, le cas du chien ou du chat, vous demandez à un enfant de 2 ans si c'est un chat ou un chien, il vous le dira. Par contre, vous mettez des images et vous les donnez à vos développeurs et vous leur dites bah, allez-y, faites-moi un programme qui dit si c'est un chat ou un chien. Déjà, 1, ils vont vous détester, s'ils ne démissionnent pas. Et 2, ils ne vont pas y arriver, en fait. Parce que c'est super dur d'écrire un programme qui travaille sur des pixels pour dire si c'est un chat ou un chien. Donc c'est hyper intuitif pour l'humain, c'est hyper dur pour un développeur à mettre ça sous forme d'un algorithme. Donc c'est un super cas pour faire de l'IA. Voilà, en gros. Ah, il y en a plein de ce côté, excusez-moi, du coup, le temps que je me retourne. Tout d'abord, merci pour la présentation, on apprend pas mal de trucs. J'ai un petit détail particulier, parce que j'ai bien compris que vous travaillez dans une entreprise qui est quand même relativement grande en termes de développement sur l'IA en particulier. Du coup, est-ce qu'on a un avis, est-ce que vous pouvez nous donner un avis en votre personne sur l'OpenAI Foundation? Alors, attention, on est beaucoup dans l'entreprise, mais on est très peu à faire de l'IA dedans. Parce que déjà, je travaille dans le laboratoire d'innovation de l'entreprise, qui correspond sur 650 personnes à 20 personnes. Et au sein du laboratoire d'innovation, on ne fait pas tous de l'IA. Voilà. Donc on est très très peu, et on ne fait pas partie de fondations particulières, et on ne suit pas trop les choses de ce type-là. Voilà.
Donc je ne répondrai pas plus à votre question parce que j'ai pas plus de réponses. Par contre, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur le stand de Lyon ISEAI qui est dans le village et vous pourrez discuter par exemple avec Amélie Cordier qui a un avis sur la question. Et vous avez quelqu'un dans la même rangée de vous déjà dans la sauce. Bonjour, merci pour ces petits récapitulatifs. Vous qui êtes du coup pas mal les mains dans le cambouis, aujourd'hui on va dire qu'il y a plusieurs écoles qui émergent, en tout cas deux gros qui tirent la bourre à travers Google et Facebook, à travers TensorFlow et PyTorch. Est-ce que c'est les technos que vous utilisez et aujourd'hui, est-ce que vous auriez un état de l'art à nous transmettre là-dessus? Alors personnellement j'utilisais Mixnet. Donc voilà, j'ai choisi mon camp et ce n'est ni Google ni Facebook. Honnêtement, dans leur capacité, les frameworks sont tous équivalents à peu près. Alors ils vont tous vous faire de la pub en vous disant qu'ils sont un peu plus rapides sur telle application, ils sont un peu plus optimisés ou quoi que ce soit, mais ils vous donneront à peu près toujours les mêmes résultats. La différence, c'est dans la façon dont ils abordent le code, qui est un petit peu différente, et surtout TensorFlow a un immense avantage sur ses concurrents, c'est qu'il est hyper bien référencé dans Google. Voilà. Donc si vous voulez commencer, c'est plus facile de commencer par TensorFlow parce que vous trouverez des tonnes de docs sur Internet. Il y a une communauté très très active dessus. Mais perso, j'utilise Mixnet. Je vais revenir un petit peu sur la créativité des IA. Apparemment, vous avez un avis bien tranché comme quoi les IA ne font que reproduire. Maintenant, quand on voit par exemple sur l'IA de Google qui a battu le champion de Go, il a sorti des coups qui sortaient de la norme, on va dire. Est-ce qu'on ne peut pas qualifier ça de créativité? Et aussi, on a vu pendant un moment, il y avait beaucoup d'images et de vidéos qui prenaient les IA à l'envers pour que de rien, ils créent des images ou créent des vidéos suivant leur apprentissage. Oui, c'est ce qu'ils appelaient les rêves de l'IA. Voilà. Alors, deux sujets. Le premier, pour le joueur de Go. En fait, l'IA n'a pas été créative au sens où elle a inventé des nouveaux coups. En fait, l'IA a calculé très froidement quels étaient les meilleurs coups à jouer, en fait. Et il se trouve que l'humain n'avait pas pensé que ce coup-là, il était en réalité vachement plus intéressant à X coups plus loin. Parce que l'IA va pouvoir penser sur des coups d'avance que l'humain ne sait pas faire. Alors au Go, je ne sais pas, mais au jeu d'échecs, je crois que les meilleurs joueurs d'échecs, ils ont dans les 5 à 6 coups d'avance, mais pas plus. Une machine, elle peut jouer sur 15-20 coups d'avance. Donc elle peut se dire que là, maintenant, si elle fait ça, dans 20 coups, ça va être super utile ce mouvement-là. Alors que la personne, elle n'y aurait pas pensé parce que dans 5 coups, ça n'aura toujours pas d'intérêt en fait. Donc est-ce que c'est être créatif ou est-ce que c'est avoir une super puissance de calcul? Moi, je penche pour le côté puissance de calcul. Et quant au côté les rêves de l'IA avec les images formées et tout, en fait, c'est simplement, ils ont regardé un petit peu pour chaque zone de l'image quels étaient les neurones qui s'étaient le plus activés ou ce genre de choses. Ça reste du calcul mathématique où on a fait des jolis dessins qu'on a vendus sur Internet en disant ouh, c'est créatif et tout. Mais pour moi, ça reste du blabla marketing en fait. Mais au final, l'IA n'a rien créé, elle avait juste travaillé sur des images. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vous rappelle, à 14h, je serai en bas aussi si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Ah, il y en a une au fond, une question. Je pense que ça sera là par contre la dernière question. Parce que si c'est comme hier, je vous conseille de trouver à manger avant qu'il n'y ait plus rien. Oui, mais j'ai justement attendu que ce soit la dernière. Ah. Donc en fait, vous êtes, votre exposé montre que vous êtes très savante dans le domaine de l'IA, mais il y a quand même des choses assez marketing quand même dans ce que vous dites, franchement. Voilà ce que je ressens, moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit que l'IA c'est qu'un outil, comme le marteau, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a dans l'IA n'est pas... D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on le dit parfois au pluriel, parfois au singulier. Quand on dit les IA, moi, chercheur en IA depuis longtemps, comme vous voyez à la couleur de mes cheveux, j'ai toujours été étonné qu'on dise les IA. Puis maintenant, j'ai compris. Parce qu'en fait, du point de vue de l'utilisateur, le système qu'on utilise, même si ça n'a rien à voir avec l'IA, là je suis d'accord avec vous, c'est une IA. Parce qu'elle va prendre une fonction cognitive. C'est-à-dire qu'elle va lui suggérer une décision, proposer une orientation, décider pour elle que pour aller là ou pas là, et ainsi de suite.
toutes choses qui étaient des décisions cognitives. Les fonctions cognitives, hein, c'est mémoriser, décider, raisonner, donc, et d'une manière générale, penser. Et quand on projette sur un truc quelque chose qu'on considère comme étant de l'intelligence, c'est une intelligence artificielle, peu importe la technologie qui est derrière, en fait. Et ça, vous avez un slide dans lequel on voit des gens qui effectivement préparent les modèles, et c'est le modèle qui s'exécute. Et puis la flèche d'en bas, elle arrive sur rien. Je crois que c'est la slide 16, un truc comme ça. Il n'y a pas d'humain, quoi. Il n'y a plus d'humain, c'est fini. Et c'est assez étonnant. Je crois que c'est la 16, mais je ne suis pas sûr. Si, c'est la 16. Voilà. Pour regarder en bas, sortie. Mais là, il n'y a pas d'humain. Et c'est étonnant parce que là, il y a des humains, bien sûr. Et alors, pas tout le temps. Si, forcément, au bout. Bah après, il peut y avoir d'autres systèmes. Forcément. À un moment donné, il y aura un humain, mais pas tout de suite. Ce n'est pas un outil, ils interviennent dans ce qu'on appelle des dispositifs techniques numériques. Alors chaque terme a un sens. Un dispositif, ça veut dire que ça organise les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on organise le travail pour qu'il soit automatisable, par exemple. Ce n'est pas simplement automatiser quelque chose qu'on faisait avant. C'est qu'on organise les choses pour qu'elles soient automatisables. Ça, c'est le dispositif qui modifie le fonctionnement des choses. Et là, les fonctions cognitives, elles sont organisées pour qu'elles soient atomisables et du coup, facilement automatisées. C'est technique. Technique parce qu'il y a de l'intelligence humaine dedans, et ça, vous l'avez bien mis, il y a les gens qui sont en haut. Mais souvent, on oublie de dire qui ils sont. Qui sont ceux qui ont conçu un dispositif technique qui va être utilisé par quelqu'un. Et c'est numérique. Et numérique, il y a disparition de la matérialité de l'objet. Un marteau, on le voit, hein, et on peut deviner au bout d'un moment, quand on s'est tapé sur le doigt, et on va apprendre des choses de ce type-là. Avec un environnement informatique, c'est extrêmement difficile d'apprendre comment ça fonctionne dedans, juste en le regardant. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas... voilà. Et que le problème aujourd'hui, c'est que ça prend une importance grandissante dans la société comme étant quelque chose qui peut être à la fois faire très très peur, ou bien au contraire, hyper confiance, n'ayez peur de rien. En fait, c'est au milieu, hein, c'est que la situation, il faut qu'on se l'approprie. Mais pour se l'approprier, il faut apprendre. Il ne faut pas juste dire utiliser le framework sans comprendre comment il marche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut au moins le comprendre de manière intuitive. Je ne dis pas qu'il faut faire toutes les maths nécessaires qui sont derrière. Ah, j'ai pas dit qu'il fallait coder non plus sans comprendre. Hein. Attention, oui, hein. Mais un petit peu quand même. Excusez-moi, dans l'exposé, c'était pas mon but. Hein. Prenez tous les frameworks qui font tout pareil. Ah, non. Ils ont dans le framework, c'est pas que l'algo. Hein. C'est la manière d'associer, c'est le retour qui est fait par l'utilisateur, la manière dont il peut documenter les choix qu'il a fait. Excusez-moi de vous couper. Oui, bien sûr. Ça, je parlais en dernier pour que ce soit ça. Donc Virginie Mativé sera présente à 14h en bas dans la grande salle au village, au salon des conférenciers. Donc là, on part un peu sur des débats. Donc je vous propose, si vous avez le temps, peut-être de la retrouver à ce moment-là pour approfondir. Et est-ce que je peux vous poser une question ? Vous êtes enseignant-chercheur à Lyon 1. C'est ça ? Et j'étais une de vos élèves en fait.